Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui vise à faire la transition entre les deux premières parties du cours qu'on est en train de voir ensemble. Je vous rappelle, la première partie s'intéressait aux origines, aux causes profondes de la guerre froide. La deuxième partie, que vous allez découvrir très rapidement, euh, étudie davantage les caractéristiques de ce conflit. Donc, pour faire cette transition, j'ai décidé de commencer par revenir un petit peu sur l'opposition idéologique entre les deux blocs, hein. La semaine dernière, on a parlé donc de la formation de ces deux blocs, le bloc des démocraties libérales sous influence menée par les États-Unis, et de l'autre côté, le bloc soviétique mené par l'URSS. Bon, on a expliqué à partir de documents, c'est pour ça que je voulais m'assurer que ce soit clair en revenant là-dessus, quels étaient les principaux points d'opposition idéologique entre ces deux blocs. Je vais revenir là-dessus. Vous avez d'un côté le modèle des démocraties libérales, qui est donc le modèle avec les États-Unis pour leader. Alors, les démocraties libérales, en quoi ça consiste? Politiquement, d'abord, c'est un modèle qui prône, comme régime politique, la démocratie, évidemment. D'accord? Donc, qui parle de démocratie parle de liberté individuelle, évidemment, parle aussi de gouvernement légitimé par des élections, etc., etc. Des élections libres, quand même, faut le préciser, hein, ça a du sens. Ça, c'est pour le côté politique. Du côté économique, le modèle états-unien, évidemment, il s'appuie sur le capitalisme. Alors, le capitalisme, je crois qu'on en a déjà assez rapidement discuté cette année. Le capitalisme, il avance comme modèle économique, d'accord? La libre entreprise, la libre concurrence, l'un va avec l'autre, la propriété privée, et tout ça rejoint comme principe moteur des sociétés la réussite individuelle. Vous savez, c'est ce fameux American Way of Life dont vous avez peut-être déjà entendu parler en anglais ou je ne sais où. Voilà, c'est vraiment l'idée que à qui se donnent les moyens, tout est possible, la réussite individuelle. D'accord? Donc c'est un modèle qui évidemment trouve au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d'énormes soutiens au niveau des populations, d'accord? Parce que ben, ces perspectives d'enrichissement personnel, elles attirent beaucoup, quoi. Mais c'est un modèle qui aussi, parallèlement, suppose de très fortes inégalités sociales. Et je crois que la crise actuelle provoquée par le coronavirus aux États-Unis prend un peu plus de sens lorsqu'on a tout ça en tête. Mais bref, je m'écarte un petit peu. Donc voilà pour ce qui est du modèle états-unien, d'accord, les démocraties libérales. De l'autre côté, le modèle soviétique. De la même manière, vous avez du côté économique, en matière économique, c'est un modèle qui s'appuie évidemment sur le communisme, dont là, je me rappelle très bien qu'on en est largement discuté, notamment dans le chapitre 2 au début de l'année. Alors, l'idée du communisme, c'est de supprimer les classes sociales parce qu'elles sont de fait synonymes d'inégalité sociale. En fait, l'idée du communisme, l'objectif du communisme, c'est de créer un monde plus juste, un monde plus égalitaire. D'accord? Donc pour ça, on a besoin d'un État qui soit fort. Et cet État fort, ça se traduit dans le domaine économique par un État qui est présent dans tous les secteurs, absolument tous. D'accord? Rappelez-vous, on a parlé de planification, on a parlé de collectivisation. Donc très rapidement, en quoi ça consiste? Ben, vous avez l'État qui va, comment dire, s'approprier tous les moyens de production, d'accord? Et qui va fixer des plans sur une durée limitée avec des objectifs précis à atteindre. D'accord? Il n'y a plus de propriété privée. La propriété, en fait, elle se transforme. Soit elle est collective, soit elle est étatique. Mais c'est l'État qui impose la route à suivre. Ça, c'est pour le domaine économique. Dans le domaine politique, même si le communisme s'avance comme un modèle vraiment au service des plus démunis, vous devez bien comprendre que dans le modèle soviétique,
la démocratie, elle n'existe pas. Elle est extrêmement limitée. D'abord, d'une part, parce que c'est le parti unique, vous le savez, le Parti communiste, on en a déjà beaucoup parlé, au sein duquel domine une figure principale, d'accord? C'est le fameux chef, le guide, qui se présente comme dédié au service de la collectivité, d'accord? Mais qui en réalité bénéficie de pouvoirs extrêmement étendus. Donc là, on ne peut pas parler de démocratie. Voilà, donc j'espère, c'est à mon avis, hein, c'est la partie la plus compliquée du cours à comprendre. Voilà. Donc j'espère que désormais, ça sera un petit peu plus clair. Maintenant que l'on a vu quelles sont les causes de cette guerre froide, quels sont les facteurs qui différencient nos deux blocs, ben, il s'agit de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la guerre froide? Bon. Alors, j'ai choisi dans cette deuxième partie, alors attendez, j'ai toujours un petit peu du mal à, voilà, ici. J'ai choisi pour cette deuxième partie un titre que vous voyez, j'emprunte à un philosophe très célèbre du XXe siècle, qui s'appelait Raymond Aron. Lui, pour caractériser, pour définir la guerre froide, il parlait de paix impossible et de guerre improbable. Vous voyez? Alors pourquoi une paix impossible? On vient de le voir. On a deux modèles qui sont trop profondément antagonistes pour pouvoir s'entendre à long terme. D'accord? Et quand on sait qu'en plus des provocations se rajoutent de part et d'autre, ben évidemment, là, on rentre dans un cercle vicieux en fait de relations qui ne peuvent plus être cordiales. Je vous donne un seul exemple dont on a parlé la semaine dernière, ce fameux plan Marshall, vous savez, en 1947. La proposition des États-Unis aux États qui l'accepteraient de les aider dans leur effort de reconstruction, ce à quoi l'URSS répond en interdisant les États qui sont sous son contrôle d'y répondre favorablement. Ben, le plan Marshall pour l'URSS, c'est une provocation de la part des États-Unis qui cherchent tout simplement à renforcer leur bloc. On peut comprendre que ça a été ressenti comme ça. D'accord? Donc on est vraiment dans une paix impossible parce qu'on a deux modèles qui sont trop opposés. Mais en même temps, si la paix est impossible, la guerre est improbable. Et pourquoi est-ce que cette guerre, elle est improbable? Elle est improbable tout simplement parce qu'on a un équilibre de la terreur qui se met en place. Vous vous souvenez, vous savez que les États-Unis disposent de la bombe atomique depuis 1945. Eh bien, l'URSS, à partir de 1949, maîtrise aussi cette arme-là. Donc on a une arme pardon, de destruction massive qui réfrène le conflit, je dirais, qui, qui fait que les deux principales puissances, les deux grands, ne vont pas s'attaquer frontalement, mais vont en fait rentrer dans une lutte d'influence à échelle mondiale. Et le premier lieu emblématique de cette lutte d'influence, ben, c'est Berlin. Et c'est pour ça qu'on va commencer par travailler sur Berlin. Rappelez-vous, à Yalta et à Potsdam, ces deux fameuses conférences dont on a parlé la semaine dernière, on avait réussi à s'entendre, à se mettre d'accord pour diviser le territoire allemand en quatre zones d'occupation. Une zone d'occupation, je cherche ma souris, elle est là, française, une zone d'occupation états-unienne, une zone d'occupation britannique et une zone d'occupation soviétique. Ça, c'est pour le territoire allemand. Vient ensuite Berlin, où là aussi on se met d'accord pour diviser de la même façon Berlin en quatre zones d'occupation distinctes. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là concernant Berlin? Ben, Berlin, c'était la capitale du Troisième Reich. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'on est dans un objectif de dénazification des territoires qui ont été au cœur du projet nazi. Donc, Berlin subit un sort tout à fait spécifique. D'accord? On la divise également en quatre zones d'occupation. Une zone, toujours, c'est toujours, finalement, c'est exactement pareil, hein. Une zone d'occupation française, une zone d'occupation états-unienne, une zone d'occupation britannique et une zone d'occupation soviétique. Sauf que la particularité de Berlin, c'est que c'est une ville qui est située en plein cœur du territoire sous contrôle, pardon, erreur de manipulation, sous contrôle soviétique. D'accord? Vous le voyez mieux ici avec ce petit zoom-là. Enlever la caméra. Voilà.
Donc vous voyez, on retrouve à Berlin la zone d'occupation américaine, la zone d'occupation britannique, la zone d'occupation française et la zone d'occupation soviétique, qui est directement liée au territoire sous contrôle soviétique. Alors, vous savez qu'à partir de 1947 et le plan Marshall, les tensions prennent un tournant plus profond encore. D'accord? À partir de 1948, on a nos trois zones d'occupation occidentale, américaine, britannique et française, qui décident en fait de se regrouper, vous voyez, de fusionner. Il n'y a plus trois zones d'occupation, il n'y en a plus qu'une seule. Et pour aller encore plus loin, on décide de se doter d'une monnaie unique. L'objectif, vous le voyez, il est très clair, c'est de renforcer Berlin-Ouest. D'accord? Et c'est encore une fois vécu par Berlin-Est, par les soviétiques, comme une provocation intolérable. Donc Staline décide de répondre à cette mesure en 1948 en décidant d'organiser un blocus, c'est-à-dire qu'il décide de couper tous les accès terrestres, hein, à Berlin-Ouest pour empêcher le ravitaillement de Berlin-Ouest. Il se dit en fait son objectif, par sa réaction, hein, par ce blocus, il se dit que ben, ça va pousser les populations de Berlin-Ouest à vouloir ben, finalement être associées à Berlin-Est, c'est-à-dire être associées aux communistes. Il espère que ça va attirer les populations de Berlin-Ouest à se ranger avec les soviétiques. D'accord? Et en fait, il va être totalement surpris parce que les États-Unis décident de ne pas lâcher le morceau comme ça, hein. Ils organisent un pont aérien, d'accord? C'est-à-dire qu'ils décident de ravitailler Berlin-Ouest par des avions qui décollent depuis les zones d'occupation occidentale de l'Allemagne pour ravitailler Berlin-Ouest. Pour un seul chiffre, pour que vous vous rendiez compte. Un avion de ravitaillement toutes les 45 secondes pendant 11 mois. D'accord? Ça représente à peu près 2,5 millions de tonnes de marchandises. C'est vous dire. Les États-Unis décident de soutenir Berlin-Ouest coûte que coûte. D'accord? Et Staline, ça, il s'y attendait pas. Donc finalement, au bout de 11 mois, il décide de lever le blocus. Mais quand même, cette crise, qui est une crise importante, vraiment, cette crise, elle va avoir deux conséquences majeures. C'est-à-dire que Staline décide de lever le blocus, mais ça ne s'arrête pas là. D'un côté, on va décider d'en arrêter avec les zones d'occupation et de rendre leur souveraineté aux Allemands. Donc, à l'ouest, on décide de créer la RFA, République fédérale allemande. On est en 1949, d'accord? Donc, République fédérale allemande avec Bonn pour capitale. Et à l'est, on réplique en créant la République démocratique allemande avec Berlin-Est pour capitale. D'accord? Ce qui veut dire, là, qu'on a deux États qui sont créés. Ça, c'est la première des conséquences. La deuxième conséquence, on l'a rapidement évoqué la, la semaine dernière, c'est qu'on va décider non, de rentrer dans un réseau d'alliances militaires à vocation défensive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour le bloc des démocraties libérales, c'est la création de l'OTAN, vous savez, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance à vocation défensive, c'est-à-dire que toutes les personnes, tous les États, pardon, qui décident de rentrer dans cette alliance s'engagent à soutenir tout pays de l'alliance qui serait attaqué. Bon, vous voyez très bien ce qui est sous-entendu là-dedans. D'accord? Alors, qui va rentrer dans l'OTAN? Vous avez évidemment les États-Unis qui sont au cœur de cette création, vous avez le Canada, et vous avez la plupart des pays, hein, de l'Europe de l'Ouest qui y rentrent. D'accord? De l'autre côté, dans le bloc soviétique, on va attendre quelques années de plus, hein, ça attendra 1955, d'accord? En 1955, c'est le traité de Varsovie. C'est exactement la même chose. C'est une alliance militaire à vocation défensive, d'accord? Donc vous voyez deux conséquences du blocus de Berlin qui sont des conséquences profondes. L'OTAN, ça existe toujours, et on en discute d'ailleurs beaucoup en ce moment, d'accord? Bon, je reviens pour terminer cette vidéo. Ah bah non, j'ai pas le temps, je suis limité à 15 minutes. Bon, euh, j'aurais voulu vous parler très rapidement de la création du mur de Berlin qui se déroule en 1961.
vous allez avoir une activité qui devrait vous permettre de mieux saisir le contexte.